Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue à ce troisième volet de notre cycle de webinaires consacré au management bienveillant, organisé conjointement par la CCI France-Suisse et KNS for Business. La CCI France-Suisse a pour mission d'animer et de fédérer la communauté d'affaires franco-suisse en organisant des événements, des actions de communication et en offrant des services de soutien aux entreprises. Quant à KNS for Business, il s'agit d'une initiative, un mouvement créé il y a environ une année et qui rassemble des dirigeants, des entrepreneurs et des experts. Leur ambition, promouvoir et propager du savoir et de l'intelligence collective, inviter à essayer de nouvelles pratiques de management et adopter un nouveau mindset plus centré sur l'humain et sur la confiance. Alors, tout au long de ce cycle, nous vous avons proposé des outils et des questionnements sur les pratiques de management de confiance, en commençant par la posture du dirigeant avec le témoignage de Vincent Barrault, puis la question du sens et de la mission des entreprises, illustrée par le témoignage de Laurent Burgat. Le tout ponctué des interventions de notre cher fil rouge, Alain Vernier, fondateur de KNS for Business, et qui a mené une transformation en faisant d'une filiale de la SNCF une sociocratie. Aujourd'hui, dans ce dernier volet, nous abordons l'angle organisationnel. En effet, qui dit transformation dit changement profond, et cela passe par l'aspect structurel. Pour en parler, nous recevrons en deuxième partie deux témoins, Alain Vernier, mon cher fil rouge, et Christophe Barman, fondateur de l'OICO, qui a d'ailleurs reçu cette semaine le deuxième prix du meilleur employeur par le magazine économique suisse Bilan. Notre accompagnant du jour s'appelle Marc Matisse. Marc a commencé sa carrière en entreprise en tant que manager dans les systèmes d'information, puis il s'est lancé dans l'entrepreneuriat d'impact en fondant Arbolive puis Paradigme 21. Il est également le cofondateur d'un espace de coworking comprenant une plateforme impacteur et une piscine, je viens de l'apprendre, le Hub Neuchâtel, dans lequel il se trouve aujourd'hui. Bienvenue Marc, la parole est à toi. Merci, bonjour à tous. Alors, je vais commencer par trouver le bouton pour partager mon écran et mes slides. Voilà, je crois qu'on est parti. Bon. Donc, merci pour l'introduction, Émilie, et pour l'organisation de cette série d'événements que j'ai trouvé passionnant. Et j'ai vraiment du plaisir à intervenir aujourd'hui pour parler de la transformation des organisations dans le dernier volet. Et merci à Alan pour cette initiative d'avoir organisé ça avec la Chambre de commerce franco-suisse. Alan que je connais bien puisqu'on a travaillé ensemble lors de la transformation de la filiale de la SNCF. Donc, on se connaît depuis un petit moment. Donc, merci beaucoup pour l'espace que vous me laissez. Donc, moi, je viens vous parler aujourd'hui de transformation des organisations. Et dans le sous-titre, il y a écrit finalement « Développer la collaboration et l'intelligence collective grâce à une organisation distribuée ». Donc là, il y a quand même une petite question de quel est l'œuf et la poule à l'intérieur de cette phrase-là, finalement. C'est de se poser la question, est-ce que c'est finalement grâce à une organisation distribuée véritablement qu'on développe la collaboration et l'intelligence collective, ou est-ce que finalement, ce n'est pas aussi grâce à la collaboration ou une forme de collaboration différente que celle dont on a l'habitude et grâce à l'intelligence collective que l'on peut finalement mettre en place une organisation distribuée? Et la réponse finalement, c'est un cycle vertueux entre ces différentes dimensions. Je vous parlerai un tout petit peu de qui est Paradigme 21 en fin de présentation, mais pour faire très court, que vous sachiez d'où je viens ou d'où nous venons avec Paradigme 21, nous formons et nous accompagnons des organisations sur ce chemin de transformation vers un nouveau paradigme qui est culturel, organisationnel, et on verra encore de quelle autre dimension il s'agit sur ce chemin-là. Je vais commencer par une phrase un tout petit peu choc qui dit ceci. Les organisations ne meurent pas parce qu'elles font faux. Alors, mourir, c'est peut-être un mot un tout petit peu fort, mais on pourrait aussi mettre dépérir. Donc, les organisations ne meurent pas parce qu'elles font faux, mais parce qu'elles continuent de faire ce qui était juste pendant trop longtemps. Et donc, ça, c'est très intéressant parce que
ça permet vraiment de situer le contexte qui se passe en organisation aujourd'hui. Ce n'est pas une question de juste ou faux, ce n'est pas une question de faire bien ou pas bien, ce n'est pas du tout non plus la question de suivre un effet de mode. Cette phrase, elle pointe le doigt sur le fait que ce qui est juste dans un certain contexte, peut-être, dans certains cas, pour certaines organisations, dans un certain contexte socio-économique, eh bien, ne l'est plus à un moment donné. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir émerger sur son dashboard de pilotage de l'entreprise. Comment est-ce qu'on remarque quand tout ce qu'on fait, on pense qu'il est juste parce que ça a émergé dans un contexte dans lequel c'était juste? Comment est-ce qu'on se rend compte qu'en fait, c'est peut-être plus juste et que c'est le moment de passer à autre chose? Donc voilà un petit peu la question qui s'ouvre à nous. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte qui est en évolution permanente. Il y a encore quelques dizaines d'années, on pouvait parler d'un contexte relativement stable. Alors oui, il y avait de temps en temps des crises économiques qui venaient chambouler un petit peu les choses. Puis après, on était parti pour 7-8 ans de croissance, de remontée. Il y avait un certain nombre de cycles, même s'ils étaient parfois un peu chaotiques, mais qui étaient quand même d'une certaine façon, même dans ces cycles de chaos, un tout petit peu prévisibles. Et aujourd'hui, je ne vais pas vous décrire ce que c'est que VICA. C'est quelque chose que je pars du principe que tout le monde connaît, cet acronyme qui parle d'un environnement vulnérable, incertain, complexe et ambigu, où en fait, on est dans un domaine où il y a l'évolution et les perturbations sont constantes et en plus en constante accélération dans tous les secteurs. Et Covid n'est qu'un rappel du contexte dans lequel on était déjà avant. Il est juste un tout petit peu exacerbé maintenant avec l'arrivée d'une pandémie au niveau mondial. Donc, on a complètement changé de contexte dans lequel on évolue. Une autre chose qui est en train de changer, c'est que finalement, avant, il s'agissait d'être résilient face un petit peu à ce qui se passait dans l'environnement. Aujourd'hui, il ne s'agit plus tellement d'être résilient, il s'agit d'avoir une capacité d'adaptation. Et c'est ça qui devient finalement l'élément déterminant pour la survie des organisations. C'est cette capacité à constamment s'adapter. Il ne suffit peut-être plus non plus juste d'évoluer. L'évolution, c'était quelque chose qui était bien dans un contexte de stabilité. On évolue, on s'améliore. Mais là, maintenant, dans une situation beaucoup plus chaotique, où on parle d'adaptation constante, peut-être que le vrai mot à mettre dessus, c'est se transformer. Se transformer, ça change un tout petit peu la donne par rapport à évoluer. Donc, il s'agit vraiment de parfois même aller jusqu'à se réinventer, jusqu'à réinventer qui nous sommes. Donc, on est en fait, grosso modo, on est en train de passer d'un paradigme de continuité vers un paradigme d'agilité. Alors, l'agilité, c'est un peu un de ces mots qui est comme le sel dans les recettes de cuisine. Il y en a vraiment à toutes les sauces. Et finalement, plus personne ne sait exactement de quoi on parle quand on parle d'agilité. Donc, la première chose que j'aimerais faire, c'est de vous proposer une définition de qu'est-ce que c'est que l'agilité, et qui n'est pas la mienne, qui est celle de Jérôme Barran, à l'université de Grenoble. Jérôme Barran a défini l'agilité de la façon suivante. Il dit que c'est la capacité de mouvement. Donc, attention, c'est déjà pas le mouvement, mais c'est la capacité de mouvement. Mais ce n'est pas n'importe quelle capacité de mouvement. Il s'agit de capacité de mouvement pertinent. Donc, d'un mouvement pertinent sur deux dimensions, individuel et collectif. Et tout ça, pas dans n'importe quel contexte, mais dans un environnement turbulent. Donc, l'agilité, telle que nous vous la proposons, en tout cas, c'est une définition, c'est la meilleure que nous avons trouvée, c'est une capacité de mouvement pertinent, individuel et collectif dans un environnement turbulent. Voilà ce que finalement être agile, ça ressemble à ça. Et observez que je parle de être agile, parce qu'il y a une grande différence entre ce qu'on appelle les processus agiles. L'agilité, au départ, ça vient de la gestion de projet, qui était là pour nous sortir de l'effet de tunnel, de l'effet dans lequel, en fait, on avait un cahier des charges, et puis on y allait, on tirait le truc jusqu'au bout, on allait livrer le résultat au client, et puis grosso modo, on se rendait compte à la fin que ce n'est pas du tout ça dont il avait besoin, puis il faut un petit peu recommencer. Donc, pour faire court, dans le développement software, c'est là qu'ont émergé les processus agiles qui ont permis d'y aller par cycle itératif et d'être constamment dans une forme d'adaptation. Ça, c'est ce que j'appelle faire de l'agilité ou faire agile. Ce sont des processus de fonctionnement agile. C'est très bien, mais ça n'a rien à voir avec ce dont on parle ici de être agile. Donc, être agile, c'est quoi en fait pour une organisation?
Donc, je vais vous proposer 4 dimensions pour illustrer un tout petit peu de qu'est-ce qui a besoin d'être transformé pour être véritablement agile en tant qu'organisation. La première, c'est une manière de penser qui était centrée sur l'ego. Vous ne voyez pas ça comme quelque chose de péjoratif nécessairement. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'ego comme un terme péjoratif. Ce n'est pas du tout dans ce sens-là qu'il est mentionné ici. C'est simplement une manière de penser d'abord à soi et sur soi et pour sa propre finalité. Et aujourd'hui, on est invité à penser autrement. La complexité dans laquelle on évolue nous oblige à penser en termes d'écosystème plutôt que centré sur l'ego. Donc finalement, c'est une nouvelle vision du monde et de la vision systémique de l'environnement dans lequel on fonctionne. C'est une nouvelle vision du monde, c'est également une nouvelle vision du travail, de la collaboration, de l'intelligence collective. Finalement, c'est un certain nombre de valeurs qui changent. Et là, je pointe sur une dimension individuelle, intérieure, puisqu'il s'agit d'une manière de penser, c'est quelque chose qui est au niveau de l'individu, donc quelque chose d'intérieur. Une deuxième dimension est au niveau plus comportemental. Donc, qui je suis, peu importe ma fonction, mon rôle dans une organisation, comment je me comporte finalement dans cette organisation. Anciennement, on avait plutôt tendance à vouloir garder une forme de contrôle sur nos tâches, nos responsabilités, etc. Et dans cette forme d'agilité ou d'évolution vers être agile, en fait, on est invité à laisser de la place à l'émergence. L'émergence, c'est justement des choses qu'on ne contrôle pas. C'est faire confiance qu'il y a un certain nombre de choses qui vont émerger d'une dimension qui n'est pas de celle que je contrôle moi, mais qui vient d'une dimension du collectif, du nous. Donc là, on est toujours dans cette dimension individuelle du jeu, mais dans un côté extérieur, parce que le comportement, c'est quelque chose d'observable, c'est quelque chose de visible, de mesurable. Une troisième dimension, c'est finalement le fonctionnement des organisations aujourd'hui qui a toujours fonctionné en silo. Donc, une organisation, elle est organisée en départements, ce que j'appelle finalement ici des silos verticaux qui segmentent, qui coupent l'organisation. Et là, on est invité à commencer à réfléchir ce fonctionnement en silo, qui est finalement qui sont des frontières entre des départements. Et on a besoin aujourd'hui de beaucoup plus collaborer entre les départements. La digitalisation amène une complexification énorme avec des processus qui sont justement transversaux et qui se heurtent à l'immobilisme organisationnel qui est justement structuré en silos. Donc, c'est quelque chose qu'on connaît bien. D'ailleurs, on voit déjà dans toutes les organisations émerger une nouvelle forme d'organisation qui est déjà là, qui est ce qu'en fait une organisation complètement informelle qui est en fait autour des équipes projets. Donc, les équipes projets, c'est déjà une manière de contourner une organisation en silo. Ça existe déjà, sauf que c'est une organisation informelle qui n'est pas tellement rattachée à la structure de l'organisation. La quatrième dimension, donc celle-là, la troisième, elle était culturelle, donc on est dans le nous, mais dans une partie plutôt implicite ou intérieure. Et la quatrième, c'est au niveau de la structure. C'est et si on passait en fait l'entier de l'organisation en mode équipe-projet. Et ça serait une transformation assez profonde. Et ça serait véritablement devenir agile dans qui nous sommes et dans une dimension explicite, documentée, visible et structurée. Donc, les organisations, elles évoluent à travers, finalement, pour simplifier ça, trois disons, schémas, manière de représenter l'organisation. Classique au XXe siècle, les petites organisations avec un pouvoir complètement centralisé, décisions centralisées, contrôle centralisé, et ça marchait très bien. Donc, on n'est pas en train de dire que ce n'était pas bien. On est juste en train de dire que ça marchait très bien à l'époque. Aujourd'hui, ça marche plus très bien. D'ailleurs, les organisations ont grandi, se sont décentralisées, parce que c'est nécessaire quand on grandit. Donc aujourd'hui, on fonctionne vraiment dans un modèle où on n'est plus dans une subordination pure d'un patron qui contrôle tout, sauf peut-être dans certaines PME ou structures familiales. On est déjà dans un mode de délégation et on a toujours une forme de subordination, mais on a invité une forme de management participatif qui crée beaucoup d'ambiguïté finalement, parce qu'on participe à certaines décisions, mais pas à toutes. On est invité à se prononcer sur certaines choses, mais c'est quand même le chef qui décide. Ça crée beaucoup d'ambiguïté entre ce qu'on crée comme culture et finalement la véritable structure qui est quand même centralisée sur une forme de pouvoir délégué selon un schéma pyramidal. Et ce qu'on est en train de voir émerger aujourd'hui comme nouvelle forme d'organisation, c'est simplement une prolongation de ça. Quand on parle d'organisation projet, c'est ça, c'est une forme d'organisation distribuée.
qui, elle, invite alors la subsidiarité. La subsidiarité, c'est finalement de laisser prendre des décisions et de faire les tâches le plus près de l'action, là où sont faites les tâches, c'est là que doivent être prises les décisions, parce que c'est celui qui fait, qui sait. Donc, il y a une forme d'auto-organisation qui commence à émerger à l'intérieur de ça. Donc, voilà le paradigme nouveau des organisations auxquelles on fait face aujourd'hui. Alors, dans les deux premières, c'est très facile de voir comment on prend les décisions, puisqu'on a toujours une structure décisionnelle qui est donnée par une forme de pyramide. Mais alors, dans celle de droite, on fait comment? C'est pas immédiat, quoi. Qui c'est qui va décider de quoi là-dedans? Genre l'auto-organisation, en théorie, c'est peut-être pas mal, mais comment on va savoir qui décide de quoi là, à l'intérieur? Donc, en fait, ça va nous demander de réinventer même peut-être jusqu'à comment on prend des décisions au sein de ces organisations. Donc, peut-être même de se poser la question, quel modèle de prise de décision allons-nous employer à l'intérieur d'une organisation distribuée? Eh bien, c'est ce que je vais vous présenter maintenant. Il y en a plusieurs. Donc, dans les organisations distribuées, il y a généralement, de façon observable, ce n'est pas du tout une règle, c'est ce qu'on observe, 3 modèles de prise de décision ou modes de prise de décision qui sont utilisés. C'est ceux qui sont ici en vert foncé. Et observez les axes temps et engagement. Donc, l'engagement, c'est quel engagement ça demande pour prendre cette décision et combien de temps ça prend pour prendre une décision. Donc, évidemment, on va essayer d'éviter de façon générale les verts clairs. Et ce qui est peut-être la première chose qui surprend, c'est que la décision majoritaire, qui est la décision à laquelle on s'imaginerait tous que quand on est en mode collaboratif, on va simplement voter, parce que c'est quelque chose qu'on fait dans notre démocratie, c'est quelque chose qu'on fait de manière implicite quand on est dans un groupe, on prend les votes. C'est quelque chose qu'on va justement éviter dans les organisations distribuées, parce que ça crée une majorité qui l'emporte sur une minorité. Et ça, généralement, ça génère de la résignation, de la frustration avec le temps, de la minorité à qui on a imposé finalement quelque chose qu'ils n'ont pas choisi. Ça peut aller dans certaines dérives jusqu'à créer des saboteurs qui en fait se réjouissent presque de voir la décision contre laquelle ils ont voté finalement échouer pour pouvoir dire ben, vous aviez qu'à m'écouter, je vous avais dit que ça n'allait pas marcher. Donc en fait, ça a des effets pervers énormes. Donc d'autres manières de fonctionner sont ici les décisions, la décision autoritaire. Alors peut-être juste pour définir le mot autoritaire, c'est en fait la même que celle qu'on avait quand c'est le chef qui décidait, sauf que c'est n'importe qui peut décider de façon autoritaire dans une organisation distribuée. C'est celui qui fait, qui sait, donc c'est celui qui fait, qui décide et qui a une forme d'autorité pour décider. Et là, on entend autorité pas comme dans autorité parentale ou comme on s'imaginerait ce terme, on entend autorité comme la reconnaissance par les pairs que cette personne a un champ ou un domaine d'autorité sur un certain nombre de compétences. Donc, quand on a des questions sur, je ne sais pas moi, la comptabilité, ben on va voir le comptable. Il a une autorité dans le domaine de la comptabilité. Donc, c'est logique que ce soit lui qui prenne un certain nombre de décisions de façon autoritaire. Donc, en fait, c'est quelque chose qui naît de façon naturelle dans une organisation, l'autorité. Elle vient par le bas, en quelque sorte. C'est la reconnaissance par les pairs d'une autorité et d'un leadership naturel qui est déjà là. Donc, une décision autoritaire est prise par un individu seul. Et en fait, ça présuppose qu'il y a une culture de la confiance et qu'on lui fait confiance pour prendre ses décisions et que même s'il fait une erreur, ben, ce ne sera pas différent que si avant, c'était le chef qui avait pris une décision puis qui s'était trompé. Peut-être que c'est même moins grave. Ensuite, il y en a une autre qui est la consultation, qui s'appelle aussi la sollicitation d'avis, qui en fait est la même chose qu'une décision autoritaire, mais que avant de la prendre, je sollicite l'avis de mes collègues, des gens qui ont des compétences et des gens qui vont être impactés par la décision. Je vais leur demander leur avis avant de prendre ma décision. Donc ça, ce sont des décisions qui sont prises au niveau de l'individu. Et il y en a une qui est au niveau d'un collectif, je ne vais pas avoir le temps de m'étendre dessus, qui est une décision par consentement. La décision par consentement peut être juste pour la séparer du consensus, où tout le monde se met d'accord. On va chercher en fait l'accord de tout le monde. Ça peut prendre énormément de temps et on est dans une vision de perfection de la décision, donc à l'envers de l'agilité. Et le consentement, c'est justement une décision collective agile qui va nous chercher le good enough for now. Qu'est-ce qui est assez bon pour décider maintenant? Qu'est-ce qui est assez sûr? Donc, au lieu de chercher l'accord de chacun, comme dans le consensus, on va chercher en fait l'absence d'objection de chacun. Donc, c'est beaucoup plus agile et en fait, c'est amené à être remis en question à n'importe quel moment. Donc, voilà des modèles de prise de décision qui nous permettent de fonctionner en organisation distribuée. Maintenant, en termes d'organisation distribuée, il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais alors il y a quoi comme modèle? Il y a l'holacratie, il y a des trucs comme ça, on fait comment, ça marche comment, c'est quoi les outils?
Eh bien, brièvement, sans entrer dans trop de détails, il y a énormément de modèles. Alors, observez ici les axes que je vous propose. Il y a le côté hiérarchie qui était finalement d'où on vient à droite, hein, donc ces organisations centralisées et décentralisées. Et il y a l'auto-organisation à gauche, ce vers quoi on tend avec les organisations distribuées. Puis ensuite, il y a deux manières d'y aller avec des modèles. Ben, il y a des approches qui sont radicales, où en fait on vous dit, ben voilà, voilà la recette et vous déroulez ça, ou alors il y a des approches incrémentales. Donc historiquement, on a là à l'intérieur le taylorisme, le fordisme qui ont 100 ans finalement, qui sont aujourd'hui le fondement de nos organisations hiérarchiques encore aujourd'hui, avec le contrôle du travail, la division des tâches, etc. Ça nous vient de là. Ensuite, 50 ans plus tard, dans les années 70, il y a d'autres mouvements qui ont émergé, la sociocratie par exemple, le management participatif. Ensuite, au début de ce siècle, 2001, arrive un ovni complètement d'ailleurs, l'holacratie, qui est une approche extrêmement radicale, mais qui fonctionne avec un nouveau système d'exploitation pour les organisations, qui vient du monde du software. Ensuite arrivent des méthodologies agiles, l'entreprise libérée, le management 3.0, les organisations Opal avec la publication du livre de Frédéric Laloux, ou Teal Organizations, la sociocratie 3.0. Enfin bref, vous voyez ici, il y a tout un tas de modèles différents. Ce qui est intéressant, ce avec quoi nous, Paradigme 21, nous fonctionnons, c'est en fait quelque chose de complètement contre-intuitif. Si vous trouvez un modèle qui vous convient, ne l'appliquez surtout pas. D'accord? Parce qu'appliquer un modèle, en fait, c'est complètement se couper la possibilité d'être dans une création de qu'est-ce qui est juste pour vous. Un modèle, il a été défini dans un contexte donné, mais il ne va pas forcément fonctionner pour vous dans votre organisation, dans votre contexte. Donc nous, Paradigme 21, finalement, dans nos accompagnements et dans notre approche, on se situe tout en bas à gauche, là où il n'y a pas de modèle. Comment tendre vers l'auto-organisation de manière incrémentale? Alors forcément, on va prendre dans la boîte à outils tout un tas de choses qui existent dans ces modèles, mais on ne va pas appliquer un modèle. On va co-construire avec les organisations qui vont construire elles-mêmes, finalement, le modèle qui va être juste pour elles. Et en fait, ça commence par réinventer un grand nombre de choses qu'on a pris pour acquis dans la manière de fonctionner dans l'organisation. Donc, voici une petite liste de processus qui demandent à être complètement réinventés. Alors, pour ceux qui sont en train de regarder la petite image, je vous rassure tout de suite, à droite, c'est de l'art. Ce n'est pas du tout une représentation réelle d'une organisation. Mais c'est juste pour vous dire que ça ressemble à quelque chose qu'on ne connaît pas et qui n'est pas du tout intuitif, alors que les petits carrés là, rouges, je crois que tout le monde a déjà compris comment ça marche. Et bien voilà, c'est ça l'invitation. Quand on change de paradigme, c'est qu'à un moment donné, toutes nos représentations vont ressembler à autre chose. Donc, voyez, on parlait d'une nouvelle structure organisationnelle. On vient de parler de prise de décision. Comment va circuler l'information finalement à l'intérieur de ça? On fait quoi des fonctions support? Et les réunions, on va faire comment s'il n'y a pas un chef qui nous dit comment faire et qui organise le truc? Puis les projets, on va les gérer comment? Qui c'est qui va décider des investissements et comment est-ce qu'on va décider quand on investit? Est-ce qu'il y a encore besoin de titres en fait? Est-ce que ça ne sert plus à rien? La gestion de la performance, parce que finalement, tout ça, on n'est pas dans le monde des bisounours. Au bout d'un moment, il va falloir performer, il va falloir livrer, payer des salaires, satisfaire des clients, grandir. Comment on gère la performance là-dedans? Et puis les salaires, on les définit comment? S'il y a encore besoin d'incitation, et si oui, comment est-ce qu'elles sont structurées? Et puis si ça ne va pas avec quelqu'un, on fait comment pour se séparer de quelqu'un? Comment est-ce qu'on gère les crises, les conflits, les tensions, tout ça? Voilà, tout un tas de processus qu'on est amené à réinventer lorsqu'on souhaite évoluer vers une organisation distribuée. Alors, on ne fait pas tout en même temps, je vous rassure tout de suite. Hein. Pour ceux à qui ça fait peur, ce truc, quand on met ça en route, on prend un truc après l'autre, on met un pied devant l'autre. Parce qu'en fait, la métaphore, si vous voulez, c'est vraiment, on doit repeindre le bateau, mais on continue de naviguer pendant qu'on repeint le bateau, quoi. On n'a pas le temps d'aller le mettre à quai, de le sortir pendant 6 mois et de tout polir tout tranquillement. Non, on doit faire ça tout en naviguant. Donc, on ne peut pas, en fait, ouvrir le chantier en un coup. Donc, toute la question, c'est comment faire ça de manière écologique pendant qu'on le fait, pendant qu'on est en transformation. Voilà un tout petit mot encore sur qui nous sommes dans Paradigme 21. Donc, je vous ai dit que nous accompagnons les organisations dans cette transformation culturelle et organisationnelle. Et je vais vous parler de notre raison d'être. Notre raison d'être, vous voyez, je fais référence à quelque chose d'organique. Hein, donc, quand on parle de raison d'être plutôt que de mission ou de vision, c'est un petit peu encore en dessus. Notre raison d'être, c'est de libérer les structures en structurant les libertés.
Je vous laisse retourner ça dans votre tête un petit coup. Qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire? En fait, il s'agit de trouver un curseur quelque part entre des extrêmes. Parce que d'un côté, vous avez aller à la liberté. Ça, c'est l'entreprise libérée. C'est on enlève la structure, on enlève la hiérarchie et tout ira bien. Les gens vont s'auto-organiser. De toute façon, ils aiment bien être autonomes, donc tout ira bien. Et en fait, on se rend compte que souvent, c'est le chaos et ça donne n'importe quoi et que beaucoup d'entreprises qui ont testé ça reviennent en arrière. Puis à l'autre bout du spectre, vous avez des déroulés de modèles qui sont pas du tout incrémentaux, qui sont assez dogmatiques, qui sont très structurants, tels que l'holacratie, par exemple, que vous aviez vu tout en haut à gauche dans le mode tout à l'heure, qui en fait structure jusqu'au dernier détail dans des processus où en fait on est dans un environnement extrêmement structuré, extrêmement structurant. Donc ça, ce sont deux extrêmes du spectre finalement. Et la question, c'est où mettre le curseur entre tout ça, entre comment créer assez de liberté pour permettre l'émergence, l'auto-organisation, des formes de collaboration naturelle, et comment structurer ça pour ne pas laisser la place au chaos non plus. Donc il y a un curseur là-dedans à trouver pour chaque organisation et pour chaque moment de son étape, de où elle en est, parce que ça va changer avec le temps. Donc ça, c'est dans notre accompagnement. Et puis peut-être encore un mot, nous formons également des gens, des équipes, des personnes qui sont intéressées à penser autrement l'organisation, la culture, la structure, la collaboration, l'agilité. Et nous avons créé, donc ça c'était notre petite émergence de Covid, c'est-à-dire qu'on a passé tous nos modules de formation qu'on faisait en présentiel avant sur une académie de formation en ligne avec 8 modules de formation qui contiennent plusieurs heures de vidéos chacun avec des supports de cours qui permettent d'apprendre déjà de façon individuelle, puis ensuite avec des workshops pour mettre en pratique. Donc, on a eu une série d'une dizaine de workshops à l'intérieur de notre parcours de formation de 2 heures qui permettent de vraiment mettre en pratique toutes ces connaissances plutôt que de les apprendre que de façon cognitive, de vraiment pouvoir les découvrir de l'intérieur et les tester dans un groupe, dans la dimension du collectif, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent justement dans l'être et dans la dimension du collectif. Et je vous invite, pour ceux que ça intéresse, d'approfondir un tout petit peu le sujet que j'ai introduit aujourd'hui, d'aller sur cette URL que peut-être quelqu'un peut mettre dans le chat, qui est sur le start.paradigme21.academy. Donc, il n'y a pas de .ch, hein, c'est juste ça l'URL. Là, vous pouvez vous inscrire et vous allez recevoir un email qui vous donnera l'accès à un module gratuit avec 5 vidéos qui vous permettent de découvrir déjà un tout petit peu plus en détail de quoi on parle et pourquoi pas après poursuivre le chemin d'apprentissage de ça. Voilà, il y a dans cette série d'événements toujours un moment réflexif ou introspectif. Donc, je vais vous inviter, on va avoir un moment maintenant un petit peu de silence où je vais inviter chacun à se poser la question, quelles sont les résistances à la transformation? Parce que là, on a parlé de transformation, de modèle d'organisation, mais quelles sont les résistances? Peut-être que Émilie peut nous dire combien de temps on a pour cette question. Donc, prenez un bout de papier, notez-vous quelques idées en fait, c'est quoi les résistances pour faire ça dans mon organisation, là, aujourd'hui, sur le terrain, pas en théorie, mais chez nous, dans notre organisation, qu'est-ce qui nous empêche de vraiment aller faire ça? Alors, ce qu'on peut faire également pour les auditeurs, si vous avez envie de nous partager vos réactions, vous pouvez les écrire dans le chat et puis on en lit quelques-unes, ou alors vous pouvez faire ce travail de réflexion pendant une petite minute maintenant. Merci Marc. Alors, ce qu'on peut lire, c'est l'inconfort, la perte de pouvoir, l'inconnu, la perte du contrôle, voilà, la perte des statuts, la peur du changement, les efforts, tous les efforts, le temps que ça peut prendre, le dirigeant, le middle management.
le travail d'équipe versus les capacités individuelles. Merci à tout le monde d'avoir partagé un petit peu vos sentiments. Marc, est-ce que tu as une conclusion? Oui, alors c'est très juste ce que les gens ont mis dans le chat. Et on retrouve pas mal la notion de pouvoir de chef et de choses comme ça. Oui, évidemment, ça fait partie des choses, des personnes qu'il faut embarquer dans un processus de transformation. Là, je vous propose peut-être de les mettre dans des catégories un petit peu plus larges. Il y a d'abord les certitudes. Donc, ça demande une nouvelle manière de penser. Et en fait, les certitudes qui sont de l'ordre de « on a toujours fait comme ça », sont en fait des vraies résistances. Même quand on a décidé de se mettre en route, ça reste des résistances, ça reste des freins. La deuxième, c'est la peur du changement. C'est que finalement, tout ce qui est inconnu, et là on parle clairement d'aller vers l'inconnu, mais en fait, ça nous fait peur. Et c'est normal. Il n'y a rien d'anormal là-dedans. Ensuite, il y a une forme de pression sociale et de conformisme. Il y a aussi un petit peu là-dedans de je veux changer, moi je veux bien changer, mais mes collègues, mes chefs ou les clients, eux, ils ne veulent pas changer, donc ça ne va pas être possible. Donc ça, on l'a senti dans certains des commentaires. Quand on pointe les résistances au changement chez les autres, en fait, on est exactement là-dedans, de voir que les freins, ce sont les autres, alors ce qui est intéressant, c'est de voir les nôtres. Les barrières mentales. C'est de se dire, oui, mais en fait, ça c'est possible, mais seulement dans certains contextes spécifiques. Évidemment, chez nous, c'est pas possible parce que chez nous, vous voyez, on est, je sais pas, dans l'industrie où on est 500, où on est 20, où on est, peu importe ce qu'on met derrière, c'est de voir que oui, mais chez nous, ça va pas être possible. Et puis le dernier, c'est l'ego. C'est finalement une forme de se dire que oui, la transformation, en fait, c'est pour les autres, mais pas pour moi, parce que moi, j'ai pas forcément envie de me remettre en question. Ça me demande de penser autrement, ça me demande de me remettre en question personnellement, et ça, c'est un chemin qui n'est pas facile. D'ailleurs, ce dernier phénomène de l'ego, il est observable pas seulement à l'échelle individuelle, il est également observable à l'échelle d'un ego collectif qui se nourrit finalement d'une forme de fierté et de réussir ensemble, en plus avec des traditions de comment on l'a toujours fait. Donc là, je vous ramène au vecteur qui va de l'ego à l'écosystème. Donc voilà pour la conclusion pour ma part. Vous allez, je crois, tous recevoir un PDF de cette présentation. Absolument. Et donc, vous avez mes coordonnées ici. Voilà. Merci beaucoup, Marc, de nous avoir apporté ton expertise aujourd'hui. Je te laisse peut-être arrêter ton partage d'écran pour qu'on puisse nous voir. Merci beaucoup. Alors, vous allez voir, chers auditeurs, qu'il y a plusieurs façons de créer une auto-organisation, comme l'a expliqué Marc. Et nos témoins aujourd'hui, ils ont fait des parcours assez différents. Alors, si pendant le débat, j'ai déjà noté qu'il y avait quelques questions, si vous avez d'autres questions à leur poser, à nous poser, n'hésitez pas, mettez-les dans la partie Q&R. Et pour commencer ces témoignages, en fait, j'aimerais vous présenter un petit peu plus Christophe Barman, parce qu'Alain Vernier, vous connaissez déjà un petit peu, pour ceux qui nous ont déjà suivis. Alors, Christophe, c'est un entrepreneur, un passionné de l'aventure humaine et un homme engagé pour la durabilité sous toutes ses formes. Christophe, il nous a expliqué qu'il avait eu une expérience un peu cuisante du rachat de la structure dans laquelle il travaillait, où il s'était senti maltraité et incompris. Et donc, en 2013, il a décidé de lancer ce défi, de fonder Loico, une entreprise donc, de services suisse, et d'en faire une expérience créée de toutes pièces. Alors, Loico, ça veut dire la Loyalty Company. Cette entreprise, elle fonctionne sans hiérarchie. Elle est basée sur un système consensuel et participatif. Et en 2018, c'est même devenu la Loicocratie. Bienvenue à toi, Christophe. C'est vraiment un plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. Et la première question que j'aimerais te poser, c'est est-ce que tu peux nous expliquer, nous raconter comment est née cette Loicocratie? Ouais, bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir d'être là avec vous. Merci Marc pour la présentation, super intéressant. Effectivement, la Croatie, elle est née, Loico d'abord est né sur un constat qu'il fallait, selon nous, en tout cas, réinventer un petit peu le monde des organisations, tant en termes de sens qu'on veut donner que de façon de s'organiser. Et puis, ce qui s'est passé lorsqu'on a créé l'entreprise en 2013 déjà, et puis je crois que c'est la thématique de votre deuxième webinaire, mais on s'est dit, mais ayant vécu une prise de majorité par un actionnaire d'une entreprise précédente dans laquelle le nouvel actionnaire avait globalement imposé à toutes et tous ses vues et puis était en plus dans une logique vraiment de rentabilité à court terme, hyper agressive,
On s'est dit, mais tiens, est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen d'entreprendre, donc d'avoir uniquement cette vision, tellement du chiffre d'affaires, de la rentabilité. Et assez vite, mais vraiment en 2013, hein, dès la création d'entreprise, déjà, on l'a créé sur ces valeurs-là, d'où le nom de l'entreprise. Mais en plus, on a cherché un modèle de performance. Et je trouve vraiment très intéressant vraiment de parler de performance. Déjà, la performance, elle parle aux entrepreneurs et entrepreneuses. Et puis, comme l'a dit avant Marc, on n'est pas un monde de bisounours. Si on a une organisation, il faut qu'elle génère une performance. Et je dis aussi souvent, il n'y a pas de performance sans bienveillance, mais il n'y a pas de bienveillance sans performance. Donc, si vous êtes hyper sympa, et puis vous avez des baby-foot, voilà, et vous bossez quand vous voulez, mais vous ne générez rien, finalement, en termes d'impact positif client, et puis en termes de... je me suis revu 3 fois là. Voilà. Ah ouais, c'est mieux comme ça. Et puis vous n'avez rien en termes de performance financière. Et ça, c'est clair, votre aventure ne va pas durer longtemps. Et par contre, je pense qu'on a redéfini la notion de performance. Et ça, c'est quelque chose qui nous a dravé depuis le début. On a choisi le modèle B Corp, qui est un modèle international d'entreprise durable, qui a été lancé il y a quelques années par Patagonia, Ben & Jerry. En France, voilà, vous avez Danone, qui, pour certaines de leurs filiales, sont des B Corp aujourd'hui. Et c'est vrai que B Corp propose un autre modèle de la performance qui est axé sur 5 axes, donc la gouvernance, l'environnement, les gens à l'interne, donc les collaborateurs, les gens à l'externe, les communautés notamment, et puis l'axe client qui est l'axe un peu plus traditionnel, rétention client, développement de chiffre d'affaires. Puis en fait, cette nouvelle vision de la performance a shapé complètement notre organisation, puisque si vous voulez être performant en termes d'impact sur les collaborateurs, il faut vous soucier de leur santé, de leur engagement, de leur implication. Sur l'axe gouvernance, on essaie de mutualiser un maximum les prises de décision. Donc tout ça, en fait, sont des axes de performance sur le B Corp. Et nous, je dirais, la première milestone sur notre chemin vers la leucocratie, ça a été vraiment cette redéfinition cette définition de ce que va être la performance. Puis en 2018, on a voulu aller vraiment très loin dans cette notion de gouvernance partagée en créant la leucocratie, qui a été en fait la suppression de la direction, suppression de la hiérarchie, puis mise en place d'un modèle qui est un dérivé de l'acratie. Enfin, bon, Marc a présenté tous les modèles, mais donc je ne vais pas vraiment faire cette messe-là. Et puis en fait, le pourquoi de ce changement qui était quand même relativement majeur, parce que malgré tout, on avait mis en place une organisation qui était assez flat, mais qui avait quand même des chefs d'équipe, une direction et tout ça. En fait, il est venu de ce qu'on a appelé chez nous l'intelligence collective. Marc l'a évoqué, nous, on a notre définition d'intelligence collective qui est la capacité d'un groupe à tirer à la même corde sans besoin de contrôle ou sans besoin finalement de pression extérieure et sans hiérarchie. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que vous n'avez pas... quand vous créez une entreprise, l'intelligence collective, elle est quasiment innée, quoi. Donc, ça veut dire que vous n'avez pas de système de contrôle important, vous n'avez pas de hiérarchie, vous n'avez pas beaucoup de reporting. Les gens ont peu de bénéfices, ils sont assis sur des cartons, vous les payez mal, ils dorment, bref, ils bossent le soir sans que vous ayez besoin de leur demander. Puis, qu'est-ce qui fait, et nous, on a vécu, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, de cet état un peu de grâce, d'intelligence collective non structurée, qui finalement émanait de rien, si ce n'est d'une vision et de la performance bienveillante, selon nous. Qu'est-ce qui faisait qu'à un moment donné, avec un peu plus de structure, parce que quand vous évoluez, il y a une chose qui est claire, c'est que vous avez besoin de vous coordonner, qu'aujourd'hui, on ne sait pas tellement comment se coordonner sans hiérarchie. Malheureusement, c'est comme ça. Enfin, si, on le sait de plus en plus maintenant, grâce à Marc et d'autres. Et en fait, nous, on a vu assez clairement qu'avec l'évolution de la structure, le nombre de collaborateurs, on était passé de 2 collaborateurs à 60-70 collaborateurs en 2018. Et en fait, on a dû pour se coordonner créer des chefs d'équipe, des équipes et des chefs d'équipe. Puis en fait, on a vu que mécaniquement, l'intelligence collective a diminué, quoi. On s'est dit, mais pourquoi est-ce que les gens commencent à se plaindre de l'emplacement de la machine à café, alors qu'avant, ils n'en avaient pas, et puis du coup, ils ne dormaient pas, de toute façon. Voilà. Et puis c'est quand même assez marqué. C'est-à-dire que tout d'un coup, vous avez l'impression, en tant qu'organisation, de mettre en place de plus en plus de choses, qui fait que les gens devraient être plus en confort, ils sont payés dans les temps, correctement. Ouais. Puis en fait, les gens, ils se désengagent. Je dis, mais c'est pas possible. Et puis là, du coup, on a commencé à intellectualiser de plus en plus ce modèle d'intelligence collective que nous, on base sur 5 piliers. Donc, en gros, si vous voulez en tout cas dans notre vision, si vous voulez que les collaborateurs tirent à la même corde, il faut 5 piliers dans l'organisation. 1, des valeurs partagées.
Deux, le pouvoir distribué. Il faut que les gens qui fassent décident vraiment. Trois, le savoir. Donc, le fait que la communication, enfin que l'information soit disponible pour tout le monde. Et ça, c'est vraiment déterminant. Quatre, il n'y a pas de nouveau il n'y a pas de ranking, il n'y a pas de classement. Hein. 4, la sécurité, que les gens sont en sécurité dans l'organisation, qu'ils sentent qu'ils ne peuvent pas se faire virer le jour au lendemain, et puis ils peuvent faire justement des erreurs, comme l'a dit Marc avant, sans qu'on leur tape sur les doigts à un moment ou à un autre. Et puis 5, un certain partage de l'effort, partage de l'argent, parce qu'on ne pouvait pas dire on tire tous à la même corde, puis il y en a un qui gagne un max de pognon, puis l'autre il crève à la fin, ça c'est une certitude. Et puis donc, avec ces 5 piliers, finalement, on a notre modèle, et en fait, si vous revenez à la start-up, en tout cas sur les piliers du pouvoir et du savoir, elle est assez forte, parce que même si il y a un CEO, vous pouvez aller à côté de lui et dire allez, on fait, puis on va faire. Alors que quand vous créez des couches hiérarchiques, le pouvoir, il va s'éloigner des gens. Puis le savoir, c'est la même chose. Le savoir, plus vous allez mettre des couches, plus les gens vont être éloignés de l'information et tout ça. Et en fait, on a vu avec l'évolution que les gens, gentiment, étaient éloignés du pouvoir et du savoir. Et donc, on a dit on va redonner le pouvoir et le savoir aux gens. Et donc, on a créé l'Oikocratie en mars 2018. Et sur le plan de la gouvernance, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus comment vous vous êtes structuré? Moi, dans nos échanges précédents, j'ai vraiment eu ce sentiment que tu avais un peu suicidé la chose. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, on a appliqué des concepts assez suisses, c'est vrai, à notre organisation. Déjà, c'est rigolo parce que sur le pied du pouvoir, notamment, j'avais fait une fois une conférence au Québec, je vais mettre un peu de suicitude sur la question du partage du pouvoir. Puis c'est vrai que j'avais mis la photo, je ne sais pas si vous avez vu cette photo, mais de notre ancien président de la Confédération, Burkhalter, qui est sur le quai d'une gare. Et puis en fait, il y a un touriste américain qui le prend en photo, puis il dit regardez, c'est président suisse, il est tout seul sur le quai d'une gare, tout le monde s'en fout. Et c'est vrai ce qui est impensable dans beaucoup de pays dans le monde. Et en fait, si finalement il n'est pas attaqué, c'est parce qu'il n'a pas de pouvoir, le président suisse. Il est finalement représentant d'une collectivité, et puis il a certains pouvoirs de représentation, mais en fait, en gros, en tant que président, il n'en a quasiment pas. Et c'est vrai, moi, j'ai toujours détesté ces star systems du pouvoir centralisé qui génèrent des catastrophes aujourd'hui, malheureusement, dans beaucoup de pays du monde, avec des gens hyper dirigistes qui expliquent aux gens comment ils doivent fonctionner, qui font des lockdowns hyper durs parce que les gens ne peuvent pas se gérer, enfin bref, et qui déclarent la guerre au coronavirus. Enfin bref, moi, C'est ça me pas un fait petit vraiment peu rigoler. ciblé, là, ce que tu es en train de nous dire. Bon, toute ressemblance, ouais. Mais alors, pourquoi qu'est-ce que nous, on a essayé de prendre finalement à une démocratie participative? C'est le fait déjà qu'aujourd'hui, comme l'a dit Marc, les gens qui font décident. Et ça, je trouve que c'est très important. Pourquoi? Parce que plus vous avez des gens qui prennent des décisions à votre place pour les choses qui vous concernent, plus vous avez tendance à vous battre contre le modèle. Le lien avec la démocratie suisse, c'est qu'en fait, quand on a une initiative populaire ou un référendum, même si on n'est pas très content avec la décision des fois qui sort des urnes, hein, des fois on peut être pas content, on ne va pas se battre contre, ça ne sert à rien, c'est le peuple qui a décidé. Alors que dans d'autres pays, le président étant élu, 3 mois après, on va dire que c'est un blaireau parce que je parle des prédictions puis on va dans la rue ou ce genre de trucs qui ne servent à rien. Non, je déconne. Mais c'est vrai que le problème, c'est très compliqué finalement lorsque vous avez une décision qui se prend dans des cercles qui sont en dehors de vous et qui vous concernent à fond, d'être dans le sens de la décision. Et ça, c'est très humain. Et c'est pour ça qu'un Corse n'accepte pas qu'un Parisien dise ce qu'il fait, puis un Parisien va se battre contre le Bruxellois. C'est maintenant de la constitution humaine, tout ça. Donc, voilà. Donc ce qu'on a essayé de faire chez Loico, c'est d'abord ça, et Marc l'a bien expliqué, je ne vais pas revenir dessus. Et puis, une autre chose qu'on a voulu faire, c'est qu'il y a quand même la question, je pense que tout le monde a un petit peu en tête, c'est la question des décisions stratégiques, des grandes décisions, comment elles se prennent. Parce qu'évidemment, si chacun prend les décisions qui le concernent sur le terrain, quid des décisions qui concernent vraiment tout le monde? C'est-à-dire que voilà, une décision d'investir 300 ou 400 000 francs là plutôt que là. Aujourd'hui, Loico, c'est 105 collaborateurs pour 15 millions de chiffre d'affaires. Il y a des décisions stratégiques qui vont coûter 2, 3, 400 000 francs. Qui les prend? Et comment est-ce qu'on a fait chez nous? C'est qu'en fait, on a un processus de décision stratégique où chaque Loicomate, comme on les appelle, qui a un projet, peut pitcher devant l'Assemblée des actionnaires. Donc, un actionnaire, vous pouvez être actionnaire chez Loico dès la première année. Donc, tout le monde peut être actionnaire. Aujourd'hui, on a 35 Loicomates, sauf erreur, qui sont actionnaires sur 105 Loicomates, donc qui ont décidé, qui ont investi, on prête une partie de l'argent, etc., pour pas que ce soit trop bloquant, notamment pour les jeunes. Et puis, donc, vous êtes actionnaire, vous allez assister à ces pitchs, et puis vous allez finalement voter, là on a un système de votation en l'occurrence, sur est-ce que moi je suis pour le projet ou pas.
Puis en fonction, évidemment, de ces discussions, eh bien, le projet va un petit peu s'affiner. Le porteur de projet va dire « Ah ouais, mais non, etc. Si oui, il y en a trop qu'on… » Et puis après, le projet passe en conseil d'administration. Le conseil d'administration, on en a un, c'est la loi, en l'occurrence. C'est d'ailleurs celui qui va en prison si tout part en sucette. Donc, c'est clair qu'il voilà, il doit s'impliquer sur les projets stratégiques. Et en fait, ce conseil d'administration, si le cercle des actionnaires a 99% pour le projet, assez souvent, il prend le truc, il dit « Ok, go, on y va ». Puis évidemment, si les actionnaires sont un peu moins sûrs, il va aussi… prendre un peu plus avec des pincettes. Puis en fait, on veut que ces deux chambres, dont nous on appelle ça les chambres, c'est lié aussi avec nos institutions fédérales, mais il faut qu'elles soient d'accord pour qu'un projet stratégique passe. Et puis si il y a une chambre qui n'est pas d'accord avec une autre, on a un système de navette, comme on dit, et c'est aussi pris de la politique suisse, mais pour que le projet passe d'une chambre à l'autre jusqu'à ce qu'on décide. Alors, certains pourront dire que c'est très très lourd. Maintenant, vu qu'on communique beaucoup, surtout dans ces phases de pandémie, sur des outils comme Teams, finalement, et on fait des votations sur Teams et tout, certaines fois, ça peut être fait en une journée. On a des décisions stratégiques qui sont prises en une journée, quasiment, parce que les gens, si tout le monde est aligné, hop, on y va. Il y a beaucoup de décisions, évidemment, qui sont prises si tout le monde est aligné, ça veut aussi dire potentiellement que ce n'était pas forcément une décision qui était très, très clivante. Et donc, du coup, il y a de plus en plus de décisions maintenant qui, avant, étaient stratégiques, qui, avec l'évolution du modèle, ne sont plus des décisions stratégiques, qui sont prises directement par les gens sur le terrain. Il y a aussi cette question de… J'aimais bien ton graphique, Marc, du temps et puis de l'expérimentation. Puis c'était clairement ça. Voilà comment ça se passe un petit peu. Merci beaucoup, Christophe, d'avoir partagé ton expérience avec nous. Je vais me tourner vers Alain maintenant, qui, lui, a vécu une expérience un peu différente, puisque, Alain, toi, tu étais dans une structure bien établie, la SNCF, il n'y avait rien à inventer. Et pourtant, toi, tu as opéré la transformation de l'intérieur, de la base de cette structure existante, avec plein d'ancienneté, plein d'histoire. Est-ce que tu peux nous dire brièvement quelles ont été les étapes de cette transformation structurelle que tu as menée? Oui, alors évidemment, la SNCF, on s'imagine bien, c'est très structuré, effectivement une histoire centenaire, et puis c'est assez rigide, et c'est normal parce que dans l'absolu, ce que veulent les dirigeants, mais aussi les clients, c'est avoir le même service en tout point du territoire ou de l'Europe, la SNCF est présente partout en Europe. Et on a l'illusion que c'est en contrôlant et en imposant des standards extrêmement précis que ce sera parfait partout. Le problème, c'est que ça tue aussi la capacité d'initiative. Et nous, on avait l'absolu besoin, à la fois pour concurrencer, pour rester dans le marché face aux low-cost aériennes, pour sauver l'entreprise, de faire en sorte que les personnels de terrain, les chefs de bord, les équipages soient en capacité vraiment de gérer leur train et de décider à bord de leur train. Et la première chose qu'on a faite, je l'ai illustré dans le deuxième webinaire, donc je ne vais pas m'étendre dessus parce que le replay est disponible, mais nous, on a commencé par la partie culturelle. On a mis en place une culture en expliquant à tout le monde qu'il pouvait prendre des décisions et qu'on allait désormais fonctionner sur une base implicite et quasiment irrévocable de confiance. Là, d'ailleurs, on a expérimenté des modèles de décision stratégique assez, je dirais presque organiques. Je me souviens au début, quand on s'est dit tout le monde peut mener un projet, peut proposer un projet, il y a eu un peu un vent de panique. On s'est dit, faut créer un comité qui va sélectionner les projets. Et puis, moi, j'ai dit, mais attendez, mais pas du tout. Parce que finalement, si un chef de bord ou un conducteur a un projet, mais qu'il est tout seul à penser que c'est une bonne idée, on ne va pas lui interdire d'expérimenter son idée. On va lui dire, OK, démontre-nous que tu as raison contre nous tous. Si au contraire, petit à petit, il arrive à engager ses collègues, des membres de l'organisation, des experts, des managers, et que cette communauté, elle grossit parce que tout le monde croit en son projet, alors d'une certaine manière, le projet a sans doute plus de cohérence, plus de pertinence. Et c'est là où on va mettre des moyens. Donc, on a expérimenté vraiment une forme très, très libérée et très organique des projets. Et je l'avais raconté, le plus gros projet qui a été géré comme ça était un projet à 4 millions d'euros quand même. Donc, on imagine bien le niveau stratégique de la décision.
Bon, mais une fois qu'on avait cette culture, on avait quand même des formes d'incohérence. On n'était pas, notamment sur la partie de prise de décision. Typiquement sur les recrutements, par exemple, en général, on prenait les décisions collectivement, de façon paritaire. C'est-à-dire qu'un futur manager, il avait été interviewé par des membres de la direction, puis il avait été interviewé par des futurs collaborateurs, puis il avait peut-être été interviewé par des collègues. Et on décidait ensemble avec une logique de une voix chacun et de recherche de consensus. Mais parfois, il arrivait que le directeur général décide tout seul. Et donc, évidemment, pour nos collègues, c'était un peu incohérent de dire, mais attendez, mais parfois c'est collaboratif, et puis parfois pas du tout. Et puis, on avait fait une enquête Great Place to Work qui nous avait clairement démontré qu'on avait bien intégré la culture, mais que c'était vraiment les pratiques managériales qui étaient notre point faible. C'est là où, un peu par hasard, mais la vie fait bien les hasards, j'ai rencontré Marc, qui a prononcé cette fameuse phrase qui m'a vraiment impacté. Il m'a dit, mais finalement, vous avez le problème classique, vous avez libéré les structures, vous n'avez pas structuré votre liberté. Et donc, oui, on avait la culture de l'autonomie, on avait la culture de la confiance, mais on était incapable de prendre tout le temps les décisions sur les mêmes standards. Et donc, on avait constitué une équipe projet, une équipe de transformation dans laquelle il y avait la moitié du comité de direction et puis pas mal de managers et puis quelques experts. On s'est formé avec Marc à la sociocratie et on a commencé à fonctionner comme ça. Et on s'est dit, bah, ça nous semble vraiment pertinent. On va le proposer à l'ensemble de l'entreprise et même au-delà, au personnel de la maison mère qui travaille à bord de nos trains, parce que le but, c'est de travailler en cohérence, ce qui est un petit peu un challenge. Et pendant un séminaire de 2 jours, on a bonifié une proposition. On a commencé à écrire ce qu'étaient les rôles et les personnels ont pu se positionner s'ils le souhaitaient sur les rôles. Et on a dit, voilà, on va avoir une organisation qui sera complètement ce que les Anglais appelleraient purpose-driven. Donc, notre vision, c'est on veut faire un train surprise pour faire vivre des expériences uniques à nos clients. Donc, on va créer un cercle train surprise dans lequel on va mettre des personnes à la direction des opérations, des fonctions, des rôles de la DRH, de la direction du marketing. On va faire éclater les silos. On avait dit, pour faire ça, il faut que nos personnels soient fiers et excellents. Ben, on crée un cercle qui s'appelle Fierté et Excellence. Donc là aussi, on y remet des rôles qui sont classiquement dans les fonctions des RH, mais on crée aussi de nouveaux rôles, des rôles de rayonnement, des rôles de employee advocacy. Un cercle sur le développement de l'entreprise. Et puis, comme on a besoin de continuer à travailler sur notre culture, un 4e cercle destiné à continuer à élaborer notre culture, notre propre modèle, parce que je crois que Marc l'a bien expliqué, mais c'est important d'inventer notre modèle. À la fin de ces 2 jours, bien sûr, on a eu beaucoup d'objections. À la fin de ces 2 jours, on n'avait plus aucune objection. Et donc, on s'est dit, on est good enough to try. Donc, on essaye. Et on a vraiment obtenu ce résultat en intelligence collective. Et ça a été assez bluffant. Bien, merci beaucoup, Alain. Alors, j'ai bien pris note de toutes les questions que le public nous a posées. On n'aura pas le temps d'en prendre beaucoup aujourd'hui, mais par contre, on fera comme la dernière fois, c'est-à-dire qu'on vous proposera un petit bonus avec les réponses à certaines de vos questions qu'on sélectionnera. Et en fait, la dernière question que j'ai envie de vous poser à tous les deux, voire à tous les trois, c'est un petit peu question prospective. Comment vous les voyez, les organisations dans 5 ans, dans 10 ans? Est-ce que vous pensez vraiment que la stratégie, la hiérarchie aujourd'hui, c'est fini, c'est mort? Vers quoi on s'attend? Est-ce qu'on va perdre tous les talents si on reste comme ça? Christophe, qu'est-ce que tu vois, toi? Ouais. Moi, je pense que il y a un changement majeur qui est en train de se passer. Enfin, il y a 3 changements majeurs qui touchent les organisations aujourd'hui. Il y a la crise climatique qui fait que les consommateurs et les clients vont plus acheter de la même manière et les collaborateurs vont plus s'engager de la même manière pour les organisations qui ont un impact négatif sur le climat. Deuxième chose qu'on appelle chez nous les robots humanisés, donc de plus en plus les robots qui remplacent le travail des gens. Puis troisième, les humains dérobotisés. Les gens ne sont plus d'accord finalement de bosser comme on leur dit de bosser, de bosser dans les jobs qui ne font pas de sens, et puis voilà, dans un univers figé. Puis après, les organisations n'ont pas le choix en fait, par rapport à ça. Elles doivent être plus agiles, plus durables et plus digitales. Et puis dans la dimension
au croisement de tout ça, évidemment, il y a l'évolution du monde du travail. Et puis, comme vous le savez peut-être, en 2017, c'est la première fois dans l'histoire des États-Unis qu'il y a eu plus de jobs créés en dehors des organisations que dedans. Ce qui veut dire qu'il y a eu plus de jobs créés en freelance que dans les boîtes. Pourquoi? Parce que les gens ne se reconnaissent plus. Et donc, je pense que le gros risque pour les organisations qui ne bougent pas, c'est d'avoir plus que les mauvais, quoi. Parce que les bons, ils trouveront des organisations dans lesquelles ils trouvent du sens et tout ça. Donc oui, pour moi, le risque, il est majeur. Aujourd'hui, pourquoi s'engager pour un gros mastodonte sur les marchés ouverts, qui finalement, auquel on n'a pas son mot à dire, puis en plus, on enrichit des investisseurs, actionnaires qu'on ne connaît pas, enfin, je dirais, puis qui en plus, des fois, sont plus des activistes, comme dernièrement chez Danone ou chez Nestlé, où ils ont essayé de faire le truc chouette, puis il y a une partie d'imbéciles, d'actionnaires qui a décidé qu'il ne fallait pas le faire, parce qu'ils voulaient un maximum de pognon dans leur poche. Tout ça fait que les gens intelligents ont plus s'engager pour ces organisations-là. Et oui, enfin, à ta question, je pense qu'ils n'auront pas le choix. Merci. Marc, qu'est-ce que tu veux rajouter? Merci Christophe, la réponse est déjà très complète de Christophe. Moi, je rajouterais peut-être que je vois différents domaines de la société évoluer à des vitesses différentes. Mais aujourd'hui, nous, on accompagne autant des organisations publiques comme des bouts d'organisations dans des cantons, par exemple, que dans des organisations à but non lucratif, des associations, des fondations, que des organisations du secteur parapublic, notamment des organisations dans le domaine de l'énergie, parce qu'il y a des grands chamboulements sur le marché de l'énergie, que des organisations purement privées. Ce qui est intéressant de voir, peut-être encore, pour ne pas répéter ce qu'a dit Christophe, c'est que oui, évidemment, de toute façon, toutes les organisations aujourd'hui sont amenées à évoluer, mais je pense qu'elles vont évoluer à des vitesses différentes. Et ce qui est intéressant de voir, par exemple, nous, ce qu'on observe avec Covid, c'est qu'en fait, durant la phase de Covid, dans le secteur privé, beaucoup de budgets pour ce genre de choses se sont gelés. Donc maintenant, on aurait le temps de le faire, mais on n'a pas les budgets. Et puis, il y a d'autres moments, on aurait le budget, mais on n'a pas le temps. Donc, il y a quand même, à un moment donné, la grande difficulté pour les organisations, c'est de dire, c'est à partir de quel moment est-ce qu'on en fait une priorité. Et donc, en fait, le grand frein, c'est ça. C'est d'oser finalement se dire, on y dédie du temps et du budget. Donc, ça veut dire qu'on va s'occuper de nous pendant un moment, parce qu'il n'y a pas de miracle. Faire une transformation d'une organisation, c'est un overhead. Ça prend du temps. Ce n'est pas gratuit. Donc, oui, on le fait parce qu'on est certain qu'on va récupérer tout un tas de choses dans notre culture, dans notre manière de faire, et même en termes de résultats par la suite. On le fait pas juste parce que c'est dans le trend, quoi. On le fait parce qu'on y croit vraiment, puis qu'on pense qu'on aura un retour. À un moment donné, il faut faire ce pari. C'est ça. Il faut mettre la priorité en haut de la liste. Pour beaucoup d'organisations, notamment privées, ça paraît encore quelque chose de risqué. On va attendre de voir, etc. Puis j'en reviens à ma première slide, quoi. Les organisations qui meurent, c'est pas celles qui font faux, c'est celles qui continuent de faire ce qui était juste par le passé, quoi. Merci beaucoup, merci Marc. Je vois que l'heure tourne et les débats sont toujours tellement passionnants avec vous. Mais c'est déjà l'heure de conclure non seulement ce webinaire, mais également ce cycle. J'avoue que ça me fait un petit pincement au cœur parce qu'on y a beaucoup travaillé et on a eu beaucoup de plaisir à le faire. Et du coup, j'aimerais vraiment remercier Alain Vernier parce qu'avec moi, il a consacré énormément de temps et d'énergie à la construction du cycle, au choix au contact des accompagnants, à la préparation de toutes les interventions. Un coup de chapeau à toute l'équipe de Kindness for Business à qui on souhaite une très longue vie. Un merci aux 3 accompagnants également, Sybille, Sophie et toi, Marc, pour votre expertise. Un merci à nos témoins, Vincent, Laurent et Christophe, de vous être prêtés au jeu des questions-réponses et puis aussi d'avoir pris du temps avec nous pour nous raconter vos démarches en amont et puis pour avoir tout simplement partagé cette aventure avec nous. Et puis maintenant, j'aimerais passer la parole à Alain qui aimerait également dire quelques mots de conclusion. Merci Émilie. Alors, effectivement, c'est sur cet épisode que se termine notre cycle. On vous l'a dit, on a pris énormément de plaisir à partager avec vous et on a été extrêmement surpris de voir le niveau de fidélité et puis d'enthousiasme autour de ces webinaires. On a eu plus de 30 personnes qui ont suivi les 3 épisodes, beaucoup de visualisations aussi en replay. Ça donne beaucoup de sens à la mission qui est la nôtre chez Kindness for Business et je voulais remercier tous les participants du fond du cœur pour la curiosité bienveillante, pour l'enthousiasme, mais aussi pour les doutes, les réserves parfaitement légitimes. Ça nous guidera longtemps et cette générosité partagée, c'est celle qui alimente une forme d'abondance générative. Alors, si vous êtes manager,
ou si vous êtes dirigeant et que vous avez l'intention de changer de paradigme, de faire évoluer votre organisation, je voudrais vous dire deux choses. La première, c'est que vous vous engagez dans un chemin vraiment merveilleux. Non seulement vous allez voir en beaucoup d'occasions des étoiles dans les yeux de vos collaborateurs, de vos collègues, mais vous allez, je vous l'assure, je vous le promets même, améliorer votre performance et vos résultats. La deuxième chose, c'est que vous allez être positivement surpris. Vous allez rencontrer bien plus de personnes enthousiastes et courageuses que vous ne pourriez vous l'imaginer. Et elles vont émerger dès lors que vous allez créer un climat de confiance et les traiter comme des pairs. Alors pour ça, on vous l'a dit, il faut écouter. Vraiment, il faut décider ensemble, distribuer l'autorité, distribuer l'information, comme disait Christophe, se mettre au service des autres et se mettre au service d'une vision inspirante. Ce qui fait que souvent, les évolutions de cette nature ne fonctionnent pas, c'est parce qu'on ne se fait pas confiance à soi-même et qu'on n'a pas suffisamment confiance en les autres. Voilà, je voulais moi aussi remercier évidemment Émilie qui m'a fait confiance dès la gestation de ce projet et puis pour chaque pas qu'on a fait ensemble. Au nom de Kindness for Business, je voudrais remercier chaleureusement la CCIFS pour ce chouette partenariat et puis exprimer bien sûr ma gratitude à tous les intervenants sans qui rien n'aurait été possible. Et voilà, en conclusion, travailler en intelligence collective, toujours. Merci à tous. Voilà, je vous partage encore les prochains événements de la Chambre sur vos écrans. Et puis, c'était vraiment un plaisir. Un grand, grand merci aujourd'hui à tous et à tous nos auditeurs. Et puis, on vous dit tous à très bientôt pour un prochain événement de la Chambre. Et puis, suivez Kindness for Business, suivez Loico, suivez Marc. Je pense qu'il y a des choses qui vont bouger dans les prochains temps. À très bientôt. Au revoir. À bientôt tout le monde. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir. À bientôt. Bon appétit. Merci encore.